Bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour ce webinaire de présentation de Dynamizo, qui est un simulateur avancé des procédés de traitement de l'eau. Donc d'abord un petit mot sur Dynamita. Donc Dynamita est une entreprise française avec 6 salariés français et des partenaires internationaux. Donc je remercie mes collègues qui sont présents aujourd'hui, donc francophones et, euh, et, et en France et aussi à l'étranger. Donc aujourd'hui, je vois qu'il y a Imri ici, Cathy. J'ai vu que Naval, qui est un de nos programmeurs, est ici dans ce webinaire. Tanouche, même s'il ne comprendra rien puisqu'il n'est pas francophone, est ici et je le remercie. Et Mariam, qui est francophone aussi, mais n'est pas en France, elle est au Québec. Voilà, donc nous sommes plusieurs de Dynamita, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Nous y répondrons à la fin. Et donc, je me présente, je suis Hélène Auduc, je suis euh, ingénieure procédé senior chez Dynamita depuis 10 ans et également directrice. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à télécharger Dynamizo sur notre site internet et à demander une licence d'essai à Cathy. Donc aujourd'hui, nous allons parler principalement de Dynamizo, donc pourquoi nous avons créé ce nouveau logiciel et comment et où peut-il être utile dans l'industrie. Et nous allons notamment discuter de 3 applications spécifiques. L'une qui est l'établissement de la courbe de chloration au point de rupture. Une deuxième application sera la modélisation de l'osmose inverse. Et enfin, nous allons regarder un procédé de reuse dans son ensemble et voir comment on peut utiliser Dynamizo dans ce cadre. Donc d'abord, on va aussi parler un petit peu de notre autre logiciel, Sumo, que vous connaissez peut-être. Donc Sumo et Dynamizo sont 2 logiciels distincts. Sumo, nous l'avons commercialisé depuis bientôt 10 ans. Ces 2 logiciels sont des logiciels de simulation dynamique des procédés de traitement des eaux. Mais leur application est un peu différente. Pour Sumo, on va plutôt avoir une application pour les eaux usées municipales, les eaux industrielles, alors que Dynamizo, on va plutôt être sur les eaux industrielles, les eaux de process et la reuse. Les 2 logiciels sont basés sur des modèles de connaissances, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer des équations de la chimie, de la physique et des équations bien établies de croissance bactérienne. Donc, ce qui fait de ces modèles des modèles qui sont robustes, dont les résultats vont être robustes et extrapolables, afin de les utiliser pour concevoir des procédés, pour optimiser les procédés existants ou les réhabiliter. Mais aussi, on va pouvoir utiliser ces logiciels pour faire de la simulation dynamique ou en régime permanent et les utiliser comme capteurs logiciels ou en tant que jumeaux numériques. Quels sont les résultats que l'on va pouvoir obtenir avec ces 2 logiciels? On va pouvoir obtenir des résultats sur la qualité de l'eau produite, la qualité des rejets, les émissions de gaz à effet de serre, mais également les coûts énergétiques et les coûts opérationnels des installations. Et ces 2 outils font particulièrement sens pour donner des clés d'aide à la décision dans le cadre des défis que nous apporte la nouvelle DERU. Et notamment, parmi ces défis, il va y avoir le renforcement du traitement tertiaire de l'azote et du phosphore, la mise en place de traitements quaternaires pour les stations d'épuration importantes, aller vers la neutralité énergétique des installations, mais aussi avoir des plans de gestion intégrés des eaux usées urbaines et renforcer tous les traitements de reuse, traitement des boues et valorisation des ressources. Ces 2 logiciels peuvent en effet être couplés pour avoir une solution complète de la modélisation en allant du système de collecte des eaux usées, en passant par la station d'épuration, donc traitement primaire, secondaire, voire tertiaire, et en modélisant également le milieu récepteur. Les résultats obtenus à l'effluent de la station d'épuration avec Sumo, donc sur cette fenêtre en haut, peuvent être utilisés ensuite directement comme entrée pour
le logiciel Dynamizu, et pour pouvoir simuler le traitement tertiaire, le traitement quaternaire. Et la communication des données entre Sumo et Dynamizu peut être totalement automatisée et intégrée dans des codes Python. On peut également les intégrer en tant que jumeaux numériques avec une communication de données automatique entre les systèmes d'acquisition de données des installations, aussi bien pour la réception des données que pour l'envoi des résultats pour notifier les opérateurs ou même pour contrôler la station ou l'installation de traitement des eaux. Donc, pourquoi deux logiciels, Sumo et Dynamizu? Eh bien, tout d'abord parce que l'on a des qualités d'eau traitées qui vont être très différentes et des enjeux qui vont être aussi également très différents. Donc, pour Sumo, on va plutôt avoir des eaux qui sont, on va partir d'eaux usées chargées ou d'eaux usées municipales. Donc, si on regarde les ordres de grandeur en termes de carbone organique total, de turbidité ou de sel dissous, donc on va avoir des concentrations qui sont très élevées jusqu'à l'effluent secondaire. Mais ensuite, on va chuter dans ces concentrations. Et là, ça va plutôt être le domaine d'application de Dynamizu. Donc, on a des qualités d'eau et des concentrations qui vont être que l'on va gérer dans ces logiciels qui vont être très différentes, mais aussi les réactions, les méthodes de traitement vont être très différents, ainsi que le langage utilisé. Pour Sumo, à gauche, on va notamment parler en termes de modèles, de modèles de boue activée, donc qu'on appelle en anglais Activated Sludge Models, donc qui sont des modèles très établis, alors que dans Dynamizu, on va plutôt être sur des modèles donc que l'on a développés à partir du concept des modèles ASM, mais que l'on a beaucoup plus orienté vers la chimie et la physique. Donc, en termes de qualité de l'eau, on va avoir un vocabulaire différent. Pour Sumo, on va parler de DCO, de MES, MVS, azote total, phosphore total. Alors que pour Dynamizu, on va parler de carbone organique total, de turbidité, de sel dissous totaux, de salinité, de dureté de l'eau. Donc, les réactions, comme je l'ai dit, pour Sumo, on va principalement avoir un focus sur les réactions des biomasses pour le traitement des nutriments. Alors que pour Dynamizu, on va être axé sur la chimie, la physique. Et en termes de procédés, c'est pareil, on n'a pas les mêmes procédés unitaires en utilisant Sumo sur les stations d'épuration type municipale ou industrielle qui va traiter beaucoup de charges en DCO. On va plutôt avoir des bassins d'aération, des clarificateurs, des digesteurs, des unités de déshydratation. Alors que pour Dynamizu, on va plutôt avoir donc des unités de séparation, toujours filtrasables, mais aussi beaucoup de séparation membranaire, d'adsorption sur charbon actif et des unités de désinfection, contacteurs ozone, UV, des changements d'état, des évaporateurs, par exemple. Et dans Dynamizu, donc on a développé ce nouveau modèle qu'on a appelé Mizu Pro. Donc c'est un peu le pendant de, si vous connaissez les modèles Activated Sludge Model, donc on a ASM1, ASM2D, ASM3, etc. Dans Sumo, on a nos modèles maison, donc Sumo 1, Sumo 2. Donc Mizu Pro, ça va être l'équivalent de ces modèles. Donc c'est un modèle qui va rassembler l'ensemble des réactions physiques, chimiques, mais aussi biologiques qui vont qui vont pouvoir se produire sur l'ensemble de l'installation. Donc, on a toujours une base de biologie, de procédés biologiques avec de l'hydrolyse, de l'enlèvement du carbone avec les hétérotrophes ordinaires, donc oxydation, dénitrification. La nitrification en 2 étapes et puis l'oxydation du soufre. Donc ça, ce sont nos différentes biomasses et réactions biologiques que l'on a conservées. Donc c'est l'essentiel pour pouvoir simuler les traitements biologiques qui peuvent avoir lieu sur ces types d'installations. Mais on va avoir également tout un modèle autour de la chloration. On va pouvoir voir, donc on va le voir plus en détail, comment prédire le point de rupture de la chloration. On va avoir l'inactivation des pathogènes et
également d'autres procédés unitaires qui vont plutôt être l'ozone et l'UV pour le traitement des pathogènes et la désinfection. En ce qui concerne la coagulation et la flocculation, on va avoir des modèles par rapport au dosage de sels métalliques qui vont alors avoir un effet à la fois sur l'enlèvement des phosphates, mais aussi sur l'enlèvement des colloïdes. Et on va prédire également la sensibilité de l'efficacité de ces traitements au pH. Donc, c'est-à-dire à pH plus acide ou plus basique, on va avoir une solubilisation de ces sels métalliques et donc une moindre efficacité de ces traitements. Donc ça, ces modèles sont intégrés dans MISUPRO. L'effet des polymères sur l'efficacité des procédés de séparation est également pris en compte. Et en ce qui concerne les contaminants émergents, donc pour l'instant, on a un focus sur le PFOA et PFOS avec des processus de sorption sur les boues et sur les particulaires pour prédire les rejets de ces PFAS solubles. Et toujours des réactions de précipitation, transfert gazeux et réactions redox, donc et notamment tout ce qui va être autour des réactions pour la décarbonatation, l'élimination de la dureté de l'eau, l'oxydation du soufre et du fer 2, et aussi toutes les réactions de précipitation et de risque d'encrassement, d'entartrage des membranes. En termes de procédés, d'unités de traitement qui vont être disponibles dans Dynamisu, on va avoir une large gamme de procédés membranaires, microfiltration, ultrafiltration, osmose inverse, contacteurs membranaires, EDI, avec des modèles plus ou moins complexes. Donc, on va en avoir un aperçu tout à l'heure lors de la démo. Également des procédés d'adsorption, donc adsorption sur charbon actif et sur résine échangeuse d'ions. Et aussi les procédés de transfert de chaleur évaporateur. En termes de dosage de réactifs chimiques, donc là, on a une large gamme de réactifs chimiques qui sont disponibles, aussi bien des bases, des acides, des tampons, des sels métalliques, des réactifs pour la désinfection. J'en oublie certainement, les polymères aussi. Et puis, des unités de transfert gaz liquide. Les séparateurs classiques dont on peut avoir besoin donc, pour faire de la séparation de phase sur les installations, et les réacteurs qui peuvent tout à fait être des réacteurs chimiques ou biologiques, ainsi que des unités spéciales donc pour l'ozonation et le traitement UV. En termes de fonctionnalités disponibles pour le logiciel, on retrouve les mêmes fonctionnalités que pour Sumo, avec la possibilité de mettre en œuvre des calculs avancés, notamment pour le temps de séjour hydraulique ou des dépendances au débit, par exemple, et toutes sortes de calculs personnalisés, donc pour calculer des ratios, des efficacités de traitement ou des statistiques sur les résultats, donc des moyennes journalières, des intégrations, par exemple. Une bibliothèque de contrôleurs est également disponible avec différents types de contrôleurs et des logiques de commande flexibles. En termes de modèles avancés, il y a toujours la possibilité de calculer les coûts énergétiques et les coûts opérationnels des installations. Et enfin, pour les simulations, les mêmes capacités à analyser des scénarios et à réaliser des optimisations. Donc, Dynamisu est un outil qui est totalement adapté au diagnostic et à l'aide à la décision dans le cadre de plans eau, parce qu'il répond notamment aux suggestions de bonnes pratiques qui sont rédigées dans le rapport sur la sobriété hydrique des installations classées pour la protection de l'environnement qui a été publié il y a un peu moins de 2 ans. Et notamment, un logiciel comme Dynamisu va permettre de simuler les flux, tant en termes de quantité que de qualité, à chaque étape du traitement. Donc, vous voyez par exemple ici un diagramme de 100 caisses sur les flux. Donc, ici, on a les quantités, mais on va pouvoir avoir accès
aux qualités, donc à la composition de chaque flux en termes de paramètres de qualité que je vous ai cités tout à l'heure, sel dissous, turbidité, mais en allant aussi plus précisément, on peut savoir quelle est la composition ionique exacte de chaque flux. Donc, c'est un outil qui permet d'optimiser les procédés, et notamment d'analyser des scénarios pour l'optimisation de ces procédés et d'envisager des scénarios pour réduire, réutiliser ou recycler des flux à différentes positions du traitement. On va pouvoir envisager un autre devenir pour ces flux. Peut-être qu'une partie du flux n'a pas besoin de repasser par une deuxième osmose inverse, mais peut être utilisée telle qu'elle dans l'industrie avec une qualité donc qui sera suffisante à ce moment-là pour tel ou tel usage sur l'industrie. Et aussi, il permet d'estimer les coûts et donc de mieux appréhender quel est le coût réel de l'eau traitée à la fin du traitement, au bout du traitement ou à différentes étapes du traitement. Donc, je vais passer sur une démonstration dans Dynamizo des trois points dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, on va commencer par la courbe de chloration au point de rupture. Donc, lorsque l'on dimensionne un traitement par chloration, donc son efficacité va dépendre notamment de la concentration en ammonium qui est présent dans l'eau. Donc, avec, par exemple, ici, donc, ce sont des données issues de la littérature où l'on voit que si on augmente le ratio chlore sur ammonium total, on va d'abord avoir donc le chlore résiduel, une augmentation du chlore résiduel qui est linéaire et qui est due à la formation de chloramine, donc cette réaction du chlore avec l'ammonium. Puis, cette concentration va diminuer parce qu'une fois que tout l'ammonium va avoir réagi avec le chlore, on va avoir une destruction des chloramines par le nouveau chlore ajouté. Donc, le chlore est donc une transformation en ion chlorure. Donc, c'est pour cela que le chlore résiduel va diminuer jusqu'à ce point de rupture ici, ou breakpoint en anglais, où à ce moment-là, tout ajout additionnel de chlore va en fait devenir du chlore résiduel puisqu'il ne va plus réagir avec les chloramines, avec l'ammonium présent dans le système et donc va être purement du chlore libre qui pourra avoir un effet rémanent dans les canalisations éventuellement. Donc, on va passer sur Dynamizo. Donc, voilà, Dynamizo. Donc, pour les personnes qui connaissent Sumo, donc c'est l'interface graphique est très similaire. Les couleurs sont vertes et non pas bleues, mais on retrouve voilà sur la page d'accueil de quoi ouvrir des nouveaux projets, les projets récents réalisés, des liens vers le site internet et des informations sur la licence et un grand panel d'exemples qui sont déjà mis en place et qui peuvent vous permettre de voir comment appliquer Dynamizo dans différents cas. Par exemple, pour la reuse, pour l'eau potable, l'eau pure, divers procédés et puis les tutoriels donc qui sont sur notre site internet. Donc notamment ici, vous avez le lien vers notre wiki donc qui est alimenté qu'on alimente régulièrement pour l'améliorer en documentation technique, mais qui va décrire nos modèles, les modèles de procédés unitaires et vous pourrez trouver un guide d'utilisation, notamment avec un tutoriel rapide. Donc là, Dynamizo est en anglais. Peut-être vous connaissez la version française de Sumo. Dynamizo va bientôt parler français également, mais la traduction n'est pas encore tout à fait prête. Donc dans quelques mois au maximum, on aura également une traduction française. Donc,
Sur le même principe que Sumo, un projet de modélisation va demander à suivre les différentes étapes que l'on voit ici en haut. Donc d'abord, on va procéder à la configuration de l'installation, puis au choix des modèles, puis la mise en place de nos calculs ou des différents outils. On va rentrer les valeurs des paramètres, euh, définir les sorties de résultats que l'on souhaite voir et enfin simuler. On va commencer par donc mettre en place la configuration. Donc pour la chloration, on va avoir besoin d'un réacteur. On va mettre un réacteur complètement mélangé et on va mettre donc une alimentation. Donc ici en alimentation, on va choisir une eau de rivière. Donc vous voyez ici pour l'alimentation, on a un certain nombre d'options qui sont disponibles. Et on va choisir l'eau de rivière. Donc, on a plusieurs types de sources d'eau. Euh, qui, euh, Leur choix va définir les concentrations par défaut. Donc, forcément, votre eau de rivière, elle n'aura pas forcément ses caractéristiques puisque chaque eau de rivière a ses concentrations spécifiques. Mais on a déjà des ordres de grandeur qui sont cohérents avec une eau de rivière. Donc, si vous n'avez pas de ces concentrations, si on est en design, vraiment en pré-design, voilà, et vous connaissez pas exactement encore les concentrations, si vous prenez cette option eau de rivière ou eau de lac, etc., on sera déjà dans des concentrations qui sont à peu près cohérentes avec ce qui peut se trouver. Voilà. Et pour définir le type de mesure, donc voilà, c'est savoir si on parle en DCO ou en carbone organique dissous. Donc, bon, avec le français, on mélange un peu les acronymes, mais voilà, COD, c'est DCO et DOC, c'est carbone organique dissous. Voilà, et donc voilà, on retrouve les options si on définit le pH ici ou non. Ensuite, on va ajouter donc du chlore, donc une unité de désinfection. Donc, on peut choisir soit du chlore gazeux ou de l'hypochlorite de sodium. Donc, on va garder cette option par défaut. Et donc, une nouveauté par rapport à Sumo, c'est qu'on peut choisir une option pour entrer la concentration directement au point de dosage. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur va rentrer la concentration de chlore qu'il veut en entrée du réacteur, donc par rapport au flux d'alimentation d'eau de rivière. Donc, on n'a pas à le recalculer. Mais on peut rechoisir éventuellement de définir quel est le débit de chlore que l'on ajoute. Donc, on a ici un certain nombre de combinaisons possibles d'options qui vont nous permettre de nous rapprocher de la façon dont on dose le réactif sur l'installation et donc ne pas avoir à refaire des calculs de concentration, de débit massique, etc. Normalement, tout est fait par le logiciel. Et puis, on ajoute de l'eau traitée. Voilà. Donc, on va hop, mettre les différentes canalisations entre les procédés unitaires. Voilà, j'ai raté. J'espère que vous voyez assez. C'est assez grand pour vous. Hop, voilà. OK. Et donc, je vais enregistrer mon projet pour être sûr, en bonne pratique, d'avoir une sauvegarde. Donc, en termes de modèle, donc pour l'instant, on n'a que Mizu Pro et on a toujours un certain nombre d'options que l'on peut choisir pour complexifier le modèle. Donc, soit on modélise la phase gaz, ici, on n'a pas besoin on n'a pas d'enjeu sur la phase gaz, mais par contre, on a un enjeu sur le pH. On va voir comment la chloration influe sur le pH. Nous n'avons pas non plus ici d'enjeu sur la précipitation, donc on ne va pas forcément les sélectionner, ni sur les micropolluants. Et aujourd'hui, on ne va pas regarder les pathogènes, enfin tout du moins
sur cet exemple-là, on ne va pas regarder les pathogènes, donc on ne les sélectionne pas. Voilà. En termes d'outils, on va mettre en place un calcul qui va être le ratio. On va regarder le ratio chlore sur azote, comme celui qu'on avait sur l'exemple, sur le schéma, sur le graphique. Hop. Donc, on va l'appeler chlore sur ammonium. Voilà. Et donc, on va choisir en concentration le chlore libre pour le numérateur. Et pour le dénominateur, on va choisir, je pense qu'on l'a ici, l'ammonium total. Voilà. Dans les entrées, alors, on va mettre 100 mètres cubes en entrée. On va garder le reste par défaut pour l'instant. Donc, on est à 12 degrés. OK. On va juste doper un peu notre eau en ammonium. Donc, par défaut, c'est 0,1. Là, on va mettre 1 milligramme par litre en ammonium. Donc, comme ça, on va voir un peu l'effet du dosage du chlore. Et en ce qui concerne la dose de chlore à ajouter, on ne va pas la définir ici, on pourrait très bien la définir ici, mais puisque je veux tester différents scénarios, je vais plutôt cliquer sur Advanced. Donc, cette dose, je vais la définir sur l'onglet Simulate. Donc, on va voir, ça va être beaucoup plus pratique pour tester différents scénarios à partir de la valeur de ce paramètre. Pour le réacteur, on va choisir un réacteur de 2 mètres cubes, ce qui nous fait un temps de séjour d'à peu près 30 minutes. Et puis, au niveau de l'aération, donc là, on n'aère pas, donc on met un set point de 0 en oxygène dissous. Donc, voilà, ma configuration est mise en place et maintenant, je vais pouvoir définir ce que je veux voir en termes de résultats. Donc, en termes de résultats, je vais essayer de reproduire le graphique que l'on a vu tout à l'heure. Donc, je crée un graphique et je vais aller chercher dans les différentes, voilà, Other Water Quality. Je vais chercher le chlore libre, le chlore total, également les différentes formes de monochloramine. Donc ça, je vais aller les chercher dans les variables d'état de chloramine, pardon. Donc les monochloramine, dichloramine et trichloramine. Donc là, je clique et je glisse vers le graphique et elle s'ajoute automatiquement ici. Et puis, l'ammonium total. Voilà, donc mon premier graphe est fait et je vais faire un deuxième graphe où je vais suivre les sels dissous totaux dans l'eau traitée et le pH et l'alcalinité. Donc, je peux renommer donc, les graphes. Et puis, le premier, c'était le chlore. Voilà. Et maintenant, je peux aller sur Simulate. Et là, je vois que j'ai ma dose de chlore que je vais pouvoir manipuler depuis ici. Et donc, je vais tester une dose de chlore à 1 gramme de chlore par mètre cube. Donc, comme j'ai aussi 1 gramme d'ammonium par mètre cube, j'ai donc un ratio de 1. Et je vais lancer une simulation dynamique.
Donc forcément, je pars des valeurs par défaut initiales qui sont peut-être pas très pertinentes, mais en tout cas en dynamique, j'obtiens rapidement un régime permanent où je vois, qu'est-ce que je vois? Donc en jaune vert ici, on a le chlore total, et donc je suis bien en chlore total à 1 gramme par mètre cube. Et mon chlore total, on voit qu'il est composé quasi exclusivement de monochloramine, qui est pratiquement aussi à 1 gramme par mètre cube. Et pour l'ammonium, on a un peu baissé. Donc, on avait 1 gramme par mètre cube dans l'eau d'influent de rivière. Et ici, on a 0,8. Et puis, on a un petit peu de trichloramine, dichloramine et vraiment un tout petit peu de chlore libre. D'accord? Maintenant, si j'augmente à 6 la dose et je relance une simulation dynamique, là, on voit des résultats totalement différents. Donc, on a du chlore total qui est à 5. Donc, on n'est pas à 6, hein, on dose 6, mais là, on est à 5. Les monochloramines, donc là, on n'a plus la totalité du chlore qui est sous forme de monochloramine. Par contre, on a également des dichloramines. Et si on regarde ici, on a un résiduel de chlore libre un petit peu plus important et presque pas d'ammonium. Donc, ce qu'on peut faire aussi dans Dynamizo, c'est on peut mettre l'ammonium sur un axe secondaire. Hop, je vais décliquer en même temps, pardon. Donc là, maintenant, l'ammonium, il est sur l'axe de droite et donc on voit un petit peu mieux sa valeur. Alors maintenant, je peux tester plusieurs valeurs comme ça, mais si vraiment je veux voir le point de rupture, je vais plutôt sélectionner le mode Advanced ici et choisir d'analyser quel est l'effet de la concentration de chlore en allant de 0 à 12. Donc, ça fait un ratio qui sera également de 0 à 12 en chlore sur ammonium total. Et je vais faire 25 pas de simulation. Donc, je vais prendre 25 valeurs dans cette fourchette 0,12 et je vais simuler en régime permanent. En simulant en régime permanent, à ce moment-là, tout à l'heure, en axe des abscisses, j'avais le temps quand je faisais les simulations dynamiques. Et là, maintenant, en faisant cette analyse en régime permanent, mon graphique s'est transformé en graphique XY où en axe des abscisses, j'ai la concentration de chlore, donc c'est-à-dire le paramètre que j'analyse et que je fais varier. Et je vois du coup les résultats à chaque nouvelle concentration de chlore pour les différents paramètres que je suis. Donc, on voit ici au niveau du chlore total, on a bien une augmentation du chlore total jusqu'à un maximum qui est ici aux alentours de 6,5 grammes de chlore par gramme d'azote. Puis, ce chlore total diminue jusqu'au point de rupture qui est aux alentours de 11 pour augmenter et avoir le chlore libre. Et donc, on voit bien l'ammonium ici va baisser, diminuer, jusqu'à être totalement consommé au niveau du point de rupture. Les différentes formes de chloramine vont elles aussi se succéder en fonction de la dose de chlore ajoutée. Voilà. Au niveau des sels dissous et du pH, qu'est-ce que ça donne? Le pH, on va le mettre aussi sur l'axe secondaire. Donc, on voit que plus on dose de chlore et plus le pH va diminuer. Donc, au début, à une dose de 0, on est à un pH de presque 7. Et à la fin, donc à un dosage de 12 en chlore de 12 grammes de chlore par gramme d'ammonium, on a un pH qui est pardon, j'arrive pas, de 6,7. Voilà, donc on a une petite baisse de pH. Pourquoi? Eh ben, c'est parce que dans ces réactions, plus on dose de chlore et plus on va avoir de formation d'ions chlorure, donc qui vont
abaisser le pH. Et donc, en parallèle, on a également une baisse de l'alcalinité et une augmentation des sels dissous totaux. Donc ça, ce sont des paramètres que l'on peut garder en mémoire sur l'impact de la chloration sur la qualité de l'eau. Alors tout ça, donc derrière, c'est un modèle qui est cinétique, qui va dépendre du pH et qui dépend aussi de la température, comme toute cinétique chimique. Et donc, on va voir l'influence de cette température sur le traitement. Donc d'abord, on va se rappeler que ici, on est à 12 degrés et le point de rupture, il est aux alentours d'un ratio de 11 en chlore par gramme de chlore par gramme d'ammonium. Et on va revenir sur Input et changer la température de 12 degrés à 25 degrés. Et on va refaire ce même graphe. Donc, on voit ici, il fait 25 simulations en steady state et on voit à quelle étape il est. Donc, on a bientôt fini l'ensemble des simulations. Donc, tout à l'heure, on avait un point de rupture à 11 avec une température de 12 degrés. Et là, maintenant, avec une température de 25 degrés, le point de rupture, il est aux alentours de 9,5. Donc, on a effectivement une réactivité du chlore qui est augmentée avec la température. Et en ce qui concerne le pH, donc on a toujours un pH aux alentours de 6,7 à la fin donc avec la plus forte dose. Donc, je vous ai mentionné que ces réactions dépendent aussi de l'alcalinité. Donc, on peut voir l'impact de l'alcalinité sur ces résultats. Donc, ici, on a une alcalinité aux alentours de 60 mg de carbonate de calcium par litre. Si on passe à 130, donc une alcalinité plus faible, et on va juste faire peut-être revenir sur Simulate. On va juste simuler à 12. Donc là, on était à 6,7. Et donc, maintenant, si on simule à 12, le pH est réaugmenté à 6,9 puisqu'on a une alcalinité qui est beaucoup plus élevée que précédemment. Donc, on a doublé l'alcalinité. Donc, on part avec une alcalinité de 130 et on diminue à 122 ici. Voilà. Par contre, normalement, je n'ai pas refait la simulation du point de rupture puisque ça n'aura pas beaucoup d'impact là en modifiant juste l'alcalinité sur le point de rupture. Donc voilà un premier exemple d'application du modèle. Et un deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est sur l'osmose inverse, puisqu'on a de nombreux modèles de procédés unitaires membranaires qui ont été développés avec des modèles qui peuvent être relativement complexes mais intéressants du coup pour modéliser des procédés qui intègrent ces procédés membranaires. Donc, on va voir l'impact du taux de conversion sur les conditions de fonctionnement et sur l'osmose inverse. Donc, on va ouvrir un nouveau projet dans Dynamizo. Donc, il est en train de s'ouvrir sur mon autre écran. Voilà. Et donc là, je vais refaire une configuration. Donc, cette fois, en allant chercher dans les procédés membranaires, l'osmose inverse avancée. En élément, on va prendre un effluent secondaire de station d'épuration. On va conserver ça. En termes d'unité de dosage, on va utiliser ce contrôle de pH. Donc ça, c'est un contrôle de pH qui est assez pratique puisqu'on va pouvoir choisir les réactifs. Donc ici,
Dans ce cadre-là, avant une osmose inverse, c'est pas trop pertinent d'ajouter de l'acide sulfurique. On va plutôt ajouter de l'acide chlorhydrique en termes d'acide ou de la soude en termes de base. Et donc ça, cette unité, on va pouvoir lui donner en paramètre un pH de consigne. Et l'unité va alors calculer en fonction des variations de pH éventuelles de l'influent, quelle est la quantité d'acide ou de base à ajouter pour réguler le pH sur la consigne. Et ça va se faire automatiquement. On va ajouter le perméa. Donc, on va renommer ici tout de suite un perméa. Et puis, on va ajouter les effluents ici. Donc, ça, c'est le rejet. On va pouvoir indiquer que c'est effectivement un rejet liquide, alors que le deuxième ici, là, on voit, c'est les eaux de lavage. Et on va pouvoir lui dire également que c'est plutôt des eaux de lavage. Alors, qu'est-ce que cela va influencer de choisir ici en option le type d'effluent? C'est qu'on va avoir un modèle de coût pour le retraitement de ces effluents qui va être différent en fonction du type de rejet. Et donc voilà, ça va impacter les coûts opérationnels de la station. Hop, et je vais pouvoir, donc tout à l'heure, je vous ai montré une façon de relier les différents procédés unitaires et j'étais pas très douée avec parce que j'y vois pas très bien. Mais sinon, on a l'autre version où on va venir mettre en contact les ports d'entrée et les ports de sortie. Donc, pour les personnes avec lunettes qui n'y voient pas très clair, c'est aussi très pratique. On peut effectivement aussi grossir, ça facilite les choses. Mais voilà, les deux méthodes pour construire la station sont effectives et sont bien pratiques en fonction des préférences de chacun. Alors, on va revenir sur les options de l'osmose inverse. Donc ici, on a un certain nombre d'options que l'on peut choisir. On peut choisir de modéliser l'option inverse de façon continue ou de façon cyclique en prenant en compte que l'on a un encrassement de la membrane qui est progressif et qui va se résorber à chaque lavage ou à chaque changement de membrane. Donc ça, du coup, c'est un modèle qui va être très détaillé et va notamment servir à optimiser les fréquences de lavage ou de changement de membrane et à optimiser les coûts de fonctionnement. Sinon, si on est juste dans un design, un pré-design par exemple, ou une étude plutôt sur la qualité de l'eau traitée, on peut considérer qu'on a un encrassement moyen et donc on va plutôt simuler voilà sur une sorte de régime permanent en termes d'efficacité de la membrane par rapport à cet encrassement. On peut aussi choisir le type comment on gère de façon opérationnelle l'osmose inverse, soit en définissant un taux de conversion fixe ou en définissant une pression d'alimentation. Donc ici, on va rester sur le taux de conversion fixe. Et on peut choisir aussi le nombre d'étages que l'on va avoir sur notre osmose inverse, donc un étage, 2 étages ou 3 étages. Donc là, on voit que ça fait également évoluer le graphique qui est associé. Donc, on va rester sur 3 étages et on va choisir qu'une fraction du rejet est recirculée sur l'influent. Voilà. Après, donc, on a d'autres options pour les types de solutions de lavage utilisées. Et si on active ici le centre donc les modèles de calcul pardon, de coût et d'énergie, on va pouvoir avoir sur l'osmose inverse une catégorie supplémentaire ici qui va être de la façon dont on va définir l'efficacité des pompes et donc leur consommation énergétique. Donc, pour pouvoir aller jusqu'à la consommation énergétique des pompes. Donc, on va
on va rester sur les options par défaut, donc avec une courbe de pompe empirique. Donc, l'utilisateur peut aller définir précisément quelle courbe de pompe est associée avec son matériel, donc en fonction des données constructeurs que l'on a associées au matériel. Voilà. Au niveau du modèle, on va également activer le calcul du pH et on va aller directement dans les inputs. Donc là, on voit qu'on va pouvoir définir quel est le nombre de modules par étage, quel est le nombre d'éléments par module, etc. Donc, aller vraiment dans le détail de l'osmose inverse. Alors, d'abord, on va commencer par l'influent. On va prendre 1000 mètres cubes jour. Pour l'instant, le contrôle du pH, on va le mettre sur off, donc le pH n'est pas contrôlé. Et donc, sur l'osmose inverse, voilà, donc on peut définir, donc j'ai déjà décrit cela. On peut définir vraiment précisément les caractéristiques des membranes pour vraiment être proche des caractéristiques de la membrane. Donc ça, tout ça, c'est à faire avec les données constructeurs. Et nous, on va définir le taux de conversion. Et on va pas le définir ici, comme tout à l'heure, on va le sélectionner ici pour pouvoir le manipuler dans, dans l'onglet Simulate. Voilà. Et pour le inline, voilà, on va aussi sélectionner euh, l'activation du contrôle du pH et le pH pour pouvoir les manipuler plus tard. Donc, dans Output, qu'est-ce qui va nous intéresser sur cet exemple? Donc, sur le time chart, on va sélectionner donc les débits de perméa et de rejet. Voilà, on va ajouter un autre sur le rejet pour voir sur le perméa, pardon, pour voir les sels dissous totaux. Donc les sels dissous totaux. Et on va également voir sur le rejet les sels dissous totaux. Et ce qui nous intéresse souvent, c'est savoir les risques d'encrassement de la membrane. Et pour cela, on a un certain nombre de petits drapeaux qui vont se lever en fonction des risques liés à un certain nombre de précipités ici. Donc, vous les avez listés ici. Et on a un petit drapeau qui va être la somme, en fait, du nombre de drapeaux levés. Donc, en fait, si ce deposit flag est à 0, ça veut dire qu'on n'a aucun risque de précipitation. S'il est à 1, c'est que l'un des précipités ici a une valeur de saturation qui est supérieure à 0 et donc on a un risque de précipiter, etc. Voilà, et on va également ajouter dans le perméa le pH et on va regarder dans les perméas le carbone inorganique et l'ammonium total. Voilà. Et puis, enfin, sur l'osmose inverse, on va regarder la pression à l'influent et puis le coût électrique total de l'osmose inverse. Et on va analyser cela pour un taux de conversion qui va de 60% à 90%.
Et donc, on voit, là, je fais que 3 valeurs. Vous pouvez en mettre 10 pour voir un petit peu plus de choses. Donc forcément, si on a un taux de conversion qui augmente, on va avoir un flux de perméa qui va augmenter et donc inversement un flux au niveau du rejet qui va diminuer. Donc ça, c'est ce à quoi on s'attend. Au niveau des sels dissous totaux, on voit qu'au niveau pour le rejet, on a une très forte augmentation des sels dissous totaux si on augmente le taux de conversion. Et de la même façon dans le perméa. Par rapport alors je vais décliquer celui-ci, par rapport au risque de précipitation. Donc, on n'a pas de risque de précipitation de la membrane jusqu'à un taux de conversion de 70%. Puis après, on a deux précipités pardon, qui risquent d'apparaître. Puis, ça augmente à 3. Voilà. Et donc, en termes de pH, on va avoir un pH qui va légèrement augmenter, plus on a un taux de conversion élevé, et le carbone inorganique qui va augmenter à l'effluent, ainsi que l'ammonium. Au niveau des pressions, donc plus on a un taux de conversion élevé, plus on va avoir besoin d'une pression d'alimentation élevée et la consommation énergétique totale de l'osmose inverse va également augmenter. Voilà, donc on va être un petit peu court en temps. Ce qui était intéressant de regarder, c'était de mettre sur l'influent une petite dynamique. Donc ici, je colle un tableau dynamique de pH et de température, donc avec un pH qui va augmenter. Donc, on a un petit saut de pH au milieu, aux alentours de 8, et la température également qui augmente. Et là, si on simule pour un taux de conversion de 90% pendant 15 jours, avec toutes les heures, hop, en dynamique, on va voir. Non, pourquoi ça me... Ah, pardon, j'ai oublié de... On fait qu'une seule simulation à 90% de taux de conversion. Voilà. Hop. Et on recommence, pardon. Avec, du coup, un influent dynamique. Donc là, on n'est pas contrôlé au niveau du pH. Donc, on voit que qu'on a les données qui vont varier au cours du temps. Alors, j'ai dû faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai mis un input qui varie au niveau de la température et du pH. Mon pH n'est pas contrôlé. Et j'ai dû faire une erreur dans la sans place. pH on. Non, voilà, c'est pourquoi j'ai un pH. Ah, voilà. Donc, j'ai mon saut de pH dans le rejet. Donc, on n'est pas contrôlé. Et donc, avec un pH qui augmente, on a le carbone inorganique total au niveau du perméa qui va augmenter. Et à l'inverse, l'ammonium va, lui, diminuer au niveau du perméa. Et donc, on pourrait faire une analyse également donc sur l'influence du contrôle du pH en ligne. Donc là, on va pas avoir le temps, mais donc on peut contrôler le pH et voir à quel point ça améliore le traitement et à quel point les pré-traitements
en amont de l'osmose inverse sont essentielles pour l'efficacité du traitement. Donc, le dernier point qu'on devait voir, c'était un procédé de Reyout qui est une installation qui est décrite dans ce papier, donc une installation de Reyout aux États-Unis, où l'on peut simuler cette décroissance de carbone organique totale. Et donc, pour cela, je vais ouvrir. Donc, c'est l'exemple, il s'agit du premier exemple qui est ici, mais je vais réouvrir l'exemple que j'avais déjà un peu manipulé. Et donc, les choses intéressantes à voir dans cet exemple, c'est notamment comment on peut préparer l'influent avant donc le procédé principal qui est ici le procédé d'adsorption sur charbon actif pour le carbone organique total, et voir à quel point ce procédé peut être sensible aux concentrations dans l'influent. Donc ici, on a déjà réalisé un graphique. Hop, ça va compiler le projet. Donc si on le regarde rapidement, donc on a une alimentation d'eau secondaire de station d'épuration avec un traitement de coagulation, flocculation, sédimentation, une ozonation où l'on pourrait voir que l'on a un impact sur la mise à la disposition de la biodégradabilité du carbone, puis un filtre de réactif, et enfin une absorption sur charbon actif en grains, un traitement UV et une chloration finale. Sur le GAC, donc on a par ici, par exemple, là c'est pour le carbone organique total. Donc j'avais mis une capacité d'absorption donc inférieure à celle par défaut de 0,1. Et puis l'objectif c'était ouais, de doper un peu l'influent. Et à ce moment-là, si on fait une simulation de 15 jours, et on a défini ici aussi dans les cycles, dans les opérations, qu'on a un remplacement du charbon qui va durer 48 heures, donc du lit de charbon qui va durer 48 heures. Et ça, si le carbone organique total dépasse une concentration de 0,5. Alors, on commence par un remplacement du lit. Alors, on n'était pas parti d'une... Donc, on a commencé par voilà, une condition, on a remplacé le lit. Bon, décidément, je sais pas ce que je faisais aujourd'hui. Là, mon lit, il n'est pas parti très bien. Là, mon carbone, voilà. Là, je repars sur, du coup, des concentrations plus faibles de carbone, et normalement, c'est pas censé ressembler à ça. Voilà, ça ressemble plutôt à ça, ce qu'on est censé voir, où on a du coup tous les jours un cycle de nettoyage, et on va avoir du coup un peu de carbone organique total euh, qui va percer. Donc évidemment, on n'est pas censé avoir qu'un seul lit de charbon actif, et donc lorsque le carbone organique total sera au-dessus de 0,5, on devrait avoir un nouveau changement de lit. Donc là, on a pendant sa tournée. Donc, on est arrivé effectivement au moment où on a la percée de carbone organique total, et on a le changement de lit. Donc, on aurait pu continuer un peu, donc qui va durer 2 jours. Et après les 2 jours de changement de lit, on récupère des carbones organiques totaux à l'effluent qui sont inférieurs à 0,3. Et donc, on a de nouveau les cycles de nettoyage qui vont recommencer. Voilà. On a vu aujourd'hui, c'est différentes façons d'utiliser Dynamizu
notamment ces modèles avancés pour la prédiction du point de rupture de la chloration, l'osmose inverse, les modèles d'osmose inverse également et comment la température peut influencer le flux ainsi que le pH et le taux de conversion sur les paramètres opérationnels de l'installation. Et sur l'exemple de reuse, donc ce qu'on n'a pas eu le temps trop de voir, c'est voilà cette diminution du carbone organique total au cours du traitement, l'impact de l'ozonation et aussi donc ce que je voulais montrer, c'est par rapport au GAC l'impact de la saturation du lit en carbone organique total, du changement du lit de grains de charbon actif sur le coût total d'opération de la station notamment. Donc pour terminer, donc cet outil Dynamizo est un nouvel outil donc dans nos produits qui permet de faire évoluer la modélisation de l'eau vers un nouveau domaine avec des variables et des paramètres qui sont spécifiques pour le traitement des eaux reuse, eau potable, eau industrielle, avec des technologies qui sont adaptées et que l'on continue en permanence à faire évoluer, on continue à faire évoluer les modèles qui sont adaptés aux technologies qui existent et qui et qui apparaissent sur le marché. Et c'est un véritable outil d'aide à la conception et à l'exploitation des installations, notamment, par exemple, à travers la mise en place de jumeaux numériques. Donc, je vous remercie d'avoir été présent pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser plus de questions.